Avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui nous ont permis d'atteindre 3,5% du projet que nous avons présentement pour la chaîne Top Invest. Toutes les informations sont en description de la vidéo. C'est le moment d'aller au-delà des commentaires, au-delà de YouTube. D'accord? Donc, toutes les informations, comme je l'ai dit tantôt, sont en description de la vidéo. Et je remercie également ceux qui pensent le faire dans les jours à venir et ceux qui sont encore en train de réfléchir. On est là pour bâtir une communauté solide, basée essentiellement sur une seule chose, le stock picking à long terme, fait sérieusement en se posant les bonnes questions. Alors, j'ai reçu une question il y a quelques jours ici, quelqu'un qui me mentionnait ceci. Thierry, j'ai un PRU de tant, je suis LVMH et actuellement, je suis plutôt flat, on va le dire comme ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas plutôt le bon moment de vendre afin de pouvoir acheter plus bas? Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je me suis rappelé, enfin, quoi que j'ai déjà parlé du terme PRU ici, mais je vais revenir dessus, mais maintenant, je vais utiliser juste LVMH. Et je vais te montrer comment exactement il faut plutôt réfléchir par rapport à la question que tu poses. Parce qu'en fait, tu poses la mauvaise question. Et on va y aller tranquillement. Alors, tu regardes ton portefeuille. LVMH est dans le vert. Mais à peine. Le titre a perdu plus de 26% depuis janvier 2026. Tu es à peu près à l'équilibre et la tentation est forte de vendre maintenant pour sécuriser, puis de racheter plus bas quand les choses se seront calmées. C'est un plan qui semble raisonnable. C'est aussi très probablement la mauvaise façon de penser à cette situation, ou bien la mauvaise façon de penser au problème, ou bien de poser le problème. Pas parce que LVMH est une valeur sûre, non. Pas parce que le luxe va forcément rebondir, non, mais parce que la décision que tu es en train de prendre est pilotée par ton prix d'achat. Alors, qu'elle devrait être pilotée à peu près par quelque chose de complètement différent. Ta conviction sur l'entreprise. Et pour avoir une conviction solide, il faut d'abord comprendre exactement ce qui se passe couche après couche dans ce groupe. Alors, c'est par là qu'on va commencer. Et je tiens à rappeler une chose, j'ai déjà parlé du terme du PRU ici, parce que j'entends toujours des gens dire oui, mais je n'arrive pas à renforcer parce que mon PRU est plus bas que le prix actuel. Vous posez toujours les mauvaises questions, encore une fois. Et ce n'est pas un problème, hein. Attention, c'est normal, parce que vous apprenez également. Mais il faut déjà accepter cela. OK? Donc, je vous dis une chose simple, pour ceux qui sont précis par rapport à cette vidéo, le PRU, on s'en fout. Point à la ligne. Non seulement on s'en fout, et le marché s'en fout également de vos PRU. OK? Donc, si vous faites du stock picking, le PRU, on s'en fout. Donc, je continue. Alors, vous allez me trouver un peu violent aujourd'hui, etc. Mais c'est normal, je parle avec le cœur, je parle avec conviction, je parle avec... Voilà, c'est mon expérience qui va avoir tendance à parler. Je n'aurai pas forcément raison, mais c'est comme ça que je dis les choses. Je laisse mon naturel parler, etc. OK? Même si j'ai préparé à peu près un texte par rapport à ça, c'est juste pour ne pas m'éloigner aussi du sujet principal, parce que vous me connaissez, je parle beaucoup. J'ai tendance à relier beaucoup de choses entre elles ici qui parfois peuvent être compliquées pour vous. Bref, on y va rapidement. Alors, quand tu regardes les résultats 2025 de LVMH, le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est le recul des ventes. Le groupe a réalisé 80,8 milliards d'euros de ventes en baisse de 5% en données publiées et de 1% en organique par rapport à 2024. Le résultat opérationnel courant s'établit à 17,8 milliards d'euros contre 19,6 milliards d'euros un an plus tôt. Un investisseur pressé s'arrête là, conclut que l'entreprise se dégrade et vend. C'est l'erreur typique générée par les données de surface. Parce que derrière ces chiffres, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Dans une année de recul des volumes, la division mode et maroquinerie, le principal segment avec Louis Vuitton, Dior, Fendi et Céline, conserve une marge opérationnelle de 35%. 35% de marge opérationnelle sur la division qui pèse la moitié du chiffre d'affaires consolidé. Pour te donner un point de comparaison, la plupart des entreprises du CAC 40 considèrent que 10 à 15% comme une bonne marge de manière générale. LVMH en fait plus du double sur son cœur de métier dans une mauvaise année. Ce maintien des marges n'est pas un hasard. C'est la signature d'un pricing power réel, c'est-à-dire la capacité à fixer ses prix sans que la demande s'effondre. J'ai bien dit s'effondre. Et quand je dis s'effondre, sans que la demande s'effondre structurellement. Et c'est précisément ce pricing power qui rend les résultats trimestriels les plus récents encore plus instructifs sur ce qui se passe vraiment. Au premier trimestre 2026, LVMH a affiché un chiffre d'affaires de 19,1 milliards d'euros. Malgré un recul de 6% en données publiées lié à un effet de change défavorable de 7%, le groupe a maintenu une progression organique de 1%. C'est la distinction qui change tout. Quand les données publiées reculent
de 6%, mais que la croissance organique est positive, ça signifie que le business lui-même tire le choc. Ce qui plombe les chiffres reportés, c'est le dollar faible, le yuan faible, le yen faible. Tout ça face à l'euro. Environ 77% du chiffre d'affaires de LVMH est généré en dehors de la zone euro, ce qui rend le groupe particulièrement vulnérable aux fluctuations monétaires. Dit autrement, LVMH vend autant de sacs Louis Vuitton qu'avant, ou bien presque, mais quand ses revenus en dollars ou en yuan sont convertis en euros pour les comptes, ils valent mécaniquement moins. Ce n'est pas un problème de désirabilité des produits. Et j'insiste sur la désirabilité. C'est un concept très intéressant quand vous parlez d'une entreprise comme LVMH. Et donc, ce n'est pas un problème de désirabilité des produits, c'est un problème de taux de change. Et justement, la géographie de la croissance au Q1 dit quelque chose d'important sur la direction que prend le groupe. Au détail des régions, la demande locale a joué positivement sur l'Asie, hors Japon, à plus 7% en organique, et sur les États-Unis à plus 3%. L'Europe, en revanche, a reculé de 3%, pénalisée par le ralentissement des flux touristiques. Voilà où c'est important de faire une distinction entre deux types de problèmes. La baisse en Europe, c'est principalement une question de flux touristique. Moins de touristes du Golfe depuis le conflit au Moyen-Orient, moins de touristes chinois qui font leur achat à Paris et à Milan plutôt qu'à Shanghai, c'est réel, c'est mesurable. Mais c'est conjoncturel. Si le conflit se stabilise, les flux reviennent. La reprise en Chine est un signal différent et plus profond. LVMH opère un pivot stratégique, passant d'un luxe très dépendant des flux touristiques à un luxe ancré dans la consommation domestique chinoise. Le consommateur chinois qui achète un sac Louis Vuitton à Shanghai plutôt que lors d'un voyage à Paris, c'est un client plus résilient, moins soumis aux aléas des restrictions de voyage, moins sensible aux variations de taux de change. C'est structurellement meilleur pour la prévisibilité du business, même si c'est moins spectaculaire à court terme. Et cette reprise en Chine est confirmée par une donnée externe indépendante. Selon une enquête de la banque UBS, les consommateurs chinois sont à nouveau sur une trajectoire positive avec des ventes attendues en hausse de 6% en 2026. Mais tout ça ne suffit pas encore à répondre à ta question. Et quand je parle de ta question, c'est la personne qui veut vendre maintenant pour acheter plus bas, etc. Tout ça ne suffit pas encore à répondre à ta question. Parce que la vraie tension, celle qui explique pourquoi l'action a perdu plus de 26% depuis janvier malgré un business qui tient, c'est l'accumulation de risques extérieurs que le groupe ne contrôle pas. Le premier risque, le plus immédiat, c'est le Moyen-Orient. La région représente le marché le plus dynamique du luxe en 2025 avec une croissance entre 6... Enfin, pas représentait. OK ? Le marché le plus dynamique du luxe en 2025 avec une croissance entre 6 et 8% quand le reste du monde stagnait. La fermeture partielle du détroit d'Ormuz, les perturbations logistiques et l'interruption du tourisme de luxe dans le Golfe ont directement affecté les carnets de commandes LVMH au Q1. Ce risque est binaire. Si la situation se stabilise, la région repart vite. Si elle s'aggrave, la pression continue. Le deuxième risque, il est plus structurel et moins visible dans les comptes. La pression pour relocaliser une partie de la production aux États-Unis menace directement le positionnement du Made in Europe, qui est un pilier fondamental de la désirabilité et des marges du luxe. Un sac Louis Vuitton fabriqué au Texas n'a pas la même charge symbolique qu'un sac fabriqué en France. Ce n'est pas un argument commercial, c'est la mécanique économique du luxe. La désirabilité est inséparable de l'origine. Si les droits de douane américains forcent LVMH à déplacer une partie de sa production, le coût ne sera pas que financier. Ça pourra avoir un impact sur la désirabilité du produit. Et donc, le troisième risque, c'est celui qui est lié à la gouvernance. Et il est rarement mentionné. En repoussant l'échéance de sa retraite à un âge avancé, Bernard Arnault lie le destin boursier de LVMH à sa propre longévité, ce que les analystes de Bank of America qualifient de décote de gouvernance, une décote de gouvernance durable sur le cours, parce que vu qu'il parle de long terme, techniquement, on ne va pas se dire que c'est 1 an ou 2 ans, on lui souhaite longue vie d'ailleurs, parce que c'était quand même un très bon gestionnaire, mais sachez que, vu son âge présentement, et il est encore solide, je tiens à le dire, physiquement en tout cas, il semble être solide, on se dit quand même qu'on aimerait
avoir une visibilité sur la succession, surtout à la tête de l'entreprise. Bon, il n'y aura certainement pas de surprise, ou bien ça serait une surprise de voir que cette succession-là aille au-delà d'un de ses enfants, mais bref, ça c'est de la spéculation. Donc, aucun successeur clair n'a été désigné publiquement. C'est un risque de long terme, mais c'est un risque réel. Et il ne faut pas l'oublier. Je pense que j'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo il y a très longtemps sur LVMH. Ces trois risques expliquent la correction boursière. Pas seulement, hein. Enfin, ça c'est selon moi, ça c'est mon avis. Ils ne l'ont pas chacun causé seul, mais leur conjonction a créé une tempête d'incertitude à laquelle le marché a répondu de façon brutale. Ce qui nous amène directement à la décision que tu dois prendre et à l'outil de raisonnement qui permet de la structurer correctement. Alors, je parle de la décision. La structurer correctement, je parle de la décision. Voici le piège dans lequel tu risques de tomber si tu ne le nommes pas explicitement. Tu penses à vendre parce que ton PRU est trop proche du coût actuel et que tu veux sécuriser. C'est le biais d'ancrage. Ton cerveau utilise ton prix d'achat comme référence pour évaluer la situation alors que le marché, lui, s'en fiche complètement. Le cours de LVMH ne sait pas à quel prix tu as acheté. Le cours de Louis ou bien une quelconque autre entreprise, quand tu achètes, ils s'en fichent du prix. Ils ne savent pas que monsieur et madame Lambda ont acheté une entreprise à tel prix. Non, ils s'en fichent littéralement. Donc, ils reflètent ce que des milliers, et je parle du cours, le cours d'une action reflète il reflète uniquement ce que des milliers d'acheteurs et de vendeurs pensent que l'entreprise vaut aujourd'hui. C'est ce que la masse pense. Et je rappelle une chose, le marché n'est pas efficient. Parlons d'abord de ce principe-là. Partons de ce principe-là. Et donc, si la masse pense que LVMH vaut ce prix, ça ne veut pas dire forcément que LVMH, si la masse pense que le prix actuel de LVMH, c'est la véritable valeur, ça ne veut pas dire que c'est forcément cela. Ça peut être bien moins élevé ou bien plus élevé. Donc, le cours de l'action, il reflète uniquement ce que des milliers d'acheteurs et de vendeurs pensent que l'entreprise vaut aujourd'hui. La bonne question n'est donc pas: est-ce que je vends pour sécuriser ma légère plus-value? La bonne question est celle-ci. Si je n'avais pas LVMH en portefeuille et que j'avais du cash disponible aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce titre au cours actuel? Si je n'avais pas Google en portefeuille et que j'avais du cash aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce titre au cours actuel? Si je n'avais pas Amazon en portefeuille et que j'avais du cash disponible aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce titre au cours actuel? Si je n'avais pas d'AMD en portefeuille et que j'avais du cash aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce titre au cours actuel? Si je n'avais pas du Soitec en portefeuille et que j'avais du cash aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce titre au cours actuel? Si je n'avais pas du Reaber en portefeuille et que j'avais du cash aujourd'hui, est-ce que j'achèterais ce titre au cours actuel? Vous avez compris ce que je veux dire? N'oubliez jamais cette partie. Remplacez juste le titre LVMH par une autre entreprise. Et si vous ne vous posez pas cette question, tout le reste de votre raisonnement sera complètement biaisé. C'est ça qui va vous empêcher d'acheter les entreprises alors qu'elles sont sous-évaluées. Vous voulez qu'on en parle? On te vend une entreprise comme Alphabet à moins de $100. Tu l'achètes à 100 $ parce que tu penses qu'elle vaut 150. Quand l'entreprise arrive à 150, est-ce que tu vends parce que tu as atteint ton price target ou bien tu te poses la même question? Si je n'avais pas Alphabet en portefeuille et que j'avais du cash disponible aujourd'hui, est-ce que j'achèterais au cours actuel? Oui, parce que ça vaut 200. OK, maintenant ça arrive à 200. On repose la même question. Si je n'avais pas Alphabet en portefeuille et que j'avais du cash aujourd'hui, est-ce que j'achèterais au cours actuel? Oui, parce que ça vaut 400. Ainsi de suite. Point à la ligne. Chaque décision, chaque question vous pousse à aller au-delà des chiffres. Si vous pensez que le stock picking, ce sont les chiffres, arrêtez tout. Achetez un ETF et passez à autre chose. Parce que votre logiciel est complètement dépassé. Ou bien, bref, je préfère garder ce terme-là pour moi. Bref, voilà la question qu'il faut poser. Ne me parlez plus de PRU, de machin truc, je veux augmenter mon PRU, baisser mon... Ça n'a rien à voir. Est-ce que je pense que cette compagnie mérite mon capital? Parce que oui,
pour que j'investisse, il faut que l'entreprise mérite. Et elle doit mériter par rapport à plusieurs critères. Et on revient toujours à la même question. Tes investissements, avantages concurrentiels, management compétent, allocation du capital, perspective de croissance. Il n'y a rien inventé, mes amis. Mais pourtant, je sais que cette question va revenir. Et quand quelqu'un pose ce genre de questions, je peux exactement savoir à quel niveau il se situe dans son processus d'apprentissage. Et aujourd'hui, si vous posez la même question, que ce soit sur cette entreprise ou bien sur une autre entreprise, sachez, vous avez la réponse à vos questions. Vous savez exactement comment est-ce que vous devez maintenant la poser. Intérieurement. Et parce que la question que vous posez va vous forcer à faire le travail d'analyse au-delà des chiffres. Donc, pour te donner un point de données, excusez-moi de la tautologie, pour te donner un point de données concret sur l'attractivité actuelle du prix, le groupe familial Arnault a franchi le seuil de 50,01% du capital le 19 février 2026 en rachetant des actions sur le marché à des cours compris entre 532 et 547 euros, soit nettement au-dessus des niveaux actuels. Quelqu'un qui connaît ce business mieux que n'importe quel analyste extérieur a décidé que ces prix, je dis bien ces prix, étaient attractifs. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un signal qui mérite d'être intégré dans ta réflexion. Si après avoir lu tout ça, ta réponse à la question est oui, tu gardes, c'est tout. Si après avoir écouté tout ce que je raconte ici, après avoir lu l'élément précédent, ou bien après avoir lu tes rapports financiers, après avoir fait tes recherches, ta réponse est oui, tu gardes. Et tu envisages de renforcer progressivement. Je n'ai jamais compris comment est-ce que... La bourse, c'est le seul marché sur lequel les gens se plaignent quand il y a des soldes. Mais le problème, c'est que quand le prix d'une action baisse, ça vient toujours avec un problème. Et le problème est soit temporaire ou durable. Et pour déterminer s'il est temporaire ou durable, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ouvrez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls, analysez-les. Et déjà même, sachez poser les bonnes questions. Et on revient toujours à ce questionnement-là, qui selon vous, ça peut sembler... une répétition, ça sert à rien, machin. Mais les bonnes questions, je vous ai dit qu'on analyse une entreprise en 4 dimensions par rapport à elle-même. Par rapport à ses clients, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses fournisseurs. Si tu n'as pas fait d'analyse, tu es encore en surface. Ok, excusez-moi parce que sur cette chaîne, je n'essaie pas de vous caresser dans le sens du poil ou bien à vous raconter des conneries pour que vous puissiez acheter un quelconque service chez moi. Vous faites ce que vous voulez. Mais ici, si vous voulez faire du stock picking sérieusement, vous êtes au bon endroit, mais il va falloir travailler, il va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Ok? On ne donne pas de tips ici. On n'est pas ici pour vous dire c'est ça qu'il faut acheter, machin, truc. Non. On ne veut pas des moutons entre parenthèses parce que vous êtes des êtres humains, vous êtes des adultes, et bien vous êtes capable de réfléchir. Si tu peux allumer la télé, éteindre la télé, tu peux réfléchir. Si tu peux compter si tu peux faire 1 plus 1 égale 2, tu peux investir. Tu peux faire du stock picking. Maintenant, tout le reste, ça sera au niveau du tempérament et du questionnement. Ok? Tu es libre de me croire ou pas. Fais ce que tu veux. Mais si à la fin de cette vidéo, tu attends, mais ça vaut combien finalement? Arrête maintenant parce qu'il n'y en aura pas. Je donnerai un prix comme ça parce que je sais que c'est... Voilà. Maintenant, c'est comme ça que je vais fonctionner. Ça peut vous plaire ou pas du tout, mais si tu veux faire du stock picking, la valorisation, ça dépendra de ce que tu as lu. Si je vais vous dire maintenant que j'achète LVMH aujourd'hui, c'est parce que ça vaut 1 000 $, sorti de mon chapeau, comme ça là, à 40 fois les bénéfices. Pourquoi d'abord 40 fois les bénéfices? Sur quel bénéfice d'ailleurs? Qu'est-ce qui me fait penser que ces bénéfices-là seront à ce niveau? C'est ça qu'un investisseur pose, c'est ça qu'un analyste pose. Les moutons suivent. Et cette chaîne n'est pas destinée à ceux qui veulent suivre. Si vous voulez apprendre, vous êtes au bon endroit. Et je dis bien apprendre sérieusement. Et quand je dis apprendre sérieusement, moi je ne fais pas de raccourci. Vous n'êtes pas capable de lire un rapport annuel ou bien si vous voulez qu'on fasse le travail pour vous, allez ailleurs. Il y a des gens qui partagent ici. Allez acheter le journal Investi et copier tout ce qu'ils racontent. Vendez quand ils vendent, achetez quand ils achètent. Et posez-vous la question si c'est la bonne façon de faire quand on veut vraiment investir, quand on veut penser par soi-même. Pensez par vous-même. Oh, ça me rappelle d'ailleurs une chose, Marc Aurèle.
Il faudrait que je relise encore ce livre-là. Penser pour moi-même. Alors, si ta réponse est non, tu vends. Et on revient toujours à la question précédente. Après avoir posé la question ici, si j'avais de l'argent, blablabla, est-ce que j'achèterais cette entreprise à ce prix? Si la réponse est oui, on achète. Si la réponse est non, tu vends. Mais pas pour sécuriser ton PRU. Tu vends parce que tu n'as plus confiance dans l'entreprise. Et si ta réponse est, par exemple, je ne sais pas, alors, le problème n'est pas le cours de l'action. Le problème, c'est que tu n'as pas, enfin, quand je dis tu n'as peut-être pas, ou bien tu n'as peut-être jamais eu de thèse d'investissement clairement articulée sur LVMH au moment de l'achat. Quand tu achètes une entreprise, tu sais pourquoi tu vas la vendre. La décision de vente, les éléments qui pourraient te pousser à vendre sont déjà présents. Tu sais pourquoi. Tu sais ce que tu dois surveiller. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas de thèse d'investissement, tu achètes au doigt mouillé. Blablabla. C'est également une stratégie, les gens gagnent de l'argent avec ça. Quand tu achètes un business, tu sais ce que tu dois surveiller. Tu sais pourquoi tu dois vendre. Par exemple, moi, j'ai du Alphabet. Les résultats sont bons, etc. Les RPO, blablabla, ou bien sur Microsoft. Mais j'observe les RPO, je me dis, on n'est pas un peu trop concentré sur tel ou tel type d'entreprise. Est-ce que ces gens-là sont solvables? Et s'ils disparaissaient, est-ce qu'il y a des clients ici qui pourraient nous permettre d'au moins, enfin, de ne pas sentir cette perte-là? Bref, qu'en est-il du modèle de tarification qui est en train de changer? Voilà des questions qu'on se pose. On va un peu au-delà. C'est surprenant aujourd'hui pour certains de voir Amazon se lancer dans la logistique B2B. Mais pour quelqu'un qui investit dans le business, c'est un peu normal. Mais tu vas t'asseoir, tu vas regarder Amazon et dire « Oh, le PER est élevé, c'est cher. » Tu es sérieux, mec? Sans poser la question de savoir dans quelle phase de vie l'entreprise se retrouve en date d'aujourd'hui. Et donc, si tu es encore à ce niveau-là, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller un peu plus loin. Non, excusez-moi de parler comme ça, c'est juste parce que je vais arrêter de prendre des gants avec vous. Je vais juste dire comment ça se passe. Il n'y a rien. Ceux qui vous disent le contraire, 5 minutes par jour, faire un stock picking, etc., ils vous mentent. Ils vous racontent des conneries. Et vous allez découvrir ça quand vous aurez déjà payé des milliers d'euros. De toute façon, le projet, il est là. Il est en bas. Il y a une description de la vidéo. Allez écouter ce que j'ai dit. Le son n'est peut-être pas bon sur cette vidéo-là, mais moi, voilà. L'essentiel a été dit. Ceux qui veulent aller avec nous, allons-y. Ceux qui veulent attendre, attendez. Et ceux qui l'ont déjà fait, merci. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le problème, c'est que tu n'as peut-être pas eu de thèse d'investissement clairement articulée quand tu as acheté LVMH. Et ça, c'est quelque chose à corriger avant de prendre n'importe quelle décision. Vendre maintenant en espérant racheter plus bas. La stratégie, je sors et je reviens, c'est l'une des plus séduisantes et des plus coûteuses que l'investisseur individuel puisse tenter. Pour qu'elle fonctionne, il faut avoir raison 2 fois. Au moment de vendre et au moment de racheter. Les données historiques sont implacables. La majorité des investisseurs qui vendent sur une baisse ratent les jours de rebond les plus violents. Vous avez déjà vu des entreprises faire du 40% en une journée, boum. Mais je suis sûr que pendant les... Vous les connaissez, n'est-ce pas? Il y en a plein. Ceux qui font au moins ça depuis 5 ans, vous savez qu'il y a des entreprises, vous avez vécu cela. Parce qu'ici, il y a une chose que je raconte, je parle à des investisseurs qui ont vécu des choses. Ne me faites pas confiance. OK? Regardez vous-même votre parcours et posez-vous les bonnes questions. Vous allez vivre cela. Oh, je vends aujourd'hui parce que j'avais du Intel. Je l'ai vendu à 50. Bah, aujourd'hui, est-ce que je dis, mais j'aurais pu garder. Mais qu'est-ce qui me dit ici que j'allais pouvoir... Voilà, je n'allais pas vendre du Intel, c'est pas moi, à 30 ou bien à 70. C'est facile aujourd'hui de te dire, ah ouais, j'aurais pu garder ma châtaigne. Ah, avec les si, on refait le monde. Donc les données sont là. Vous n'achèterez jamais au point le plus bas, vous ne vendrez jamais au point le plus haut. Sortir aujourd'hui pour revenir demain, ça n'a aucun sens. Si une entreprise vaut pour moi $400 et que je l'achète à 300, si elle vient se retrouver demain à 250, si elle vaut toujours 400 ou plus, j'achète. Tout est une question de fondamentaux qualitatifs. OK? Et le quantitatif est soutenu par le qualitatif. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif qui présente les chiffres et le qualitatif qui fait parler ces chiffres. Et le problème, c'est que vous ne savez pas faire parler les chiffres.
Et il est temps de le faire. Sinon, prenez un ETF et apprenez à faire parler des chiffres. Donc, comme je l'ai dit, la majorité des investisseurs qui vendent sur la baisse ratent les jours de rebond les plus violents, qui surviennent précisément quand personne ne les attend et quand le sentiment est au plus négatif et au plus bas. Manquer les 10 meilleures séances d'une décennie peut diviser par 2 la performance totale d'un portefeuille. Ce n'est pas une image, c'est bien réel. Vous pensez que quand quelqu'un fait a doublé son capital sur Alphabet sur 5 ans, vous pensez que chaque mois c'était la même performance? Non. Il y a des jours où Alphabet a fait 30%. Enfin, des jours où Alphabet a peut-être fait 10%. D'autres jours où c'était 0,1, 0,2. Vous voyez ce genre de choses-là. Mais s'il avait juste manqué le 10%, la meilleure journée sur ces 5 ans-là, il aurait eu une performance moins élevée. Donc, oubliez ça. Si vous pensez encore, non, j'achète pour venir acheter, qui te dit que ça va aller plus bas? Qui te dit ça? La bonne question à se poser, c'est combien ça vaut? Est-ce qu'à partir du prix actuel, j'ai une marge de sécurité? C'est ça qu'un investisseur se pose. Manquer les 10 meilleures séances d'une décennie peut diviser par 2 la performance totale d'un portefeuille. Delphine Arnault l'a dit clairement, il ne faut pas se focaliser sur le court terme, mais avoir, au contraire, une perspective à 10 ou 20 ans. Donc, ces gens qui gèrent cette entreprise, ils ne sont pas là pour 2 jours, pour 1 mois, pour un trimestre. Ils sont là pour une décennie, minimum. Ce n'est pas un discours de façade, c'est la façon dont les grandes maisons de luxe ont toujours été construites. Et c'est la façon dont les meilleurs actionnaires de LVMH ont créé leur richesse sur ce titre, pas en taillant les points d'entrée et de sortie, en restant assis pendant que la valeur des marques se compound dans le temps. Le plus difficile pour un investisseur, c'est de ne rien faire. Pensez qu'il y a des opportunités tous les mois. Ça fait 5 ans qu'Amazon est une opportunité, non? Vous faites quoi? Vous attendez que ça revienne au prix de 2020? Amazon est une opportunité générationnelle. Au prix actuel, elle est toujours sous-évaluée. Excusez-moi de parler d'Amazon, même si malheureusement, pas que biaisé parce que je suis très investi sur cette compagnie-là. Mais elle réussit toujours à vous surprendre. Et elle n'a même pas encore des marges optimales. Il faut regarder sur 10 ans. Le long terme, c'est bien pour bavarder, mais le long terme, on le voit littéralement quand tout va mal. C'est à ce moment-là qu'on voit vraiment les gens qui pensent long terme. Il faut faire ses devoirs. Concentrez-vous sur la qualité du business, la pérennité des marges, la durabilité de la croissance. Donc, je continue. Alors, ton PRU est une information sur le passé, sur ton passé. Il ne dit rien sur l'avenir de LVMH. Seule ta thèse le fait. Et si tu n'arrives pas à l'énoncer clairement en 3 phrases ce soir, on va dire que c'est ça le vrai travail à faire avant de toucher quoi que ce soit dans ton portefeuille. Et ça vaut autant pour les autres entreprises que tu détiens. Toutes les informations pour ceux qui veulent soutenir le projet Top Invest à long terme sont en description de la vidéo. On a un objectif fixe à atteindre. On est déjà à 3,5%. Comme je l'ai dit, je vous donne quelque chose aujourd'hui et vous aurez quelque chose également demain. Vous avez une vidéo. Comme je l'ai dit, le son n'est peut-être pas exceptionnel, mais j'ai tout raconté à ce niveau-là. OK? Donc, je ne vous promets, il n'y a pas de promesse de vente de quoi que ce soit, machin truc. Non. Il faut vraiment que je fasse des vidéos qui sont en accord avec ma propre personnalité ici. Donc maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Combien ça vaut cette compagnie? C'est ça que vous voulez savoir? Moi, je fais simple. Nous avons une entreprise ici qui, je la prends par rapport au cash flow opérationnel, aussi simple que ça. C'est une entreprise qui génère généralement aux alentours des, on a des attentes ici par rapport à 2028 de 44,51 44,51 € par action. Moi, je vais faire simple. Si je me situe un tout petit peu, on va le prendre 15 fois les cash flows opérationnels. Moins la dette nette, je pense qu'on va se retrouver aux alentours. On a une dette nette ici de 47 $. En tout cas, on va se retrouver aux alentours de 600. Enfin, la dernière fois qu'on avait parlé de cette compagnie, c'était aux alentours ici des... Comment on dit ça? C'était aux alentours ici des 560... Enfin, on valorisait à 574. Bref, gauche ou droite, l'entreprise reste à un niveau de prix intéressant aujourd'hui. Et encore, il y a un élément qu'on ne prend pas en considération, c'est le pricing power de cette compagnie.
Ce sont de potentielles autres acquisitions. Et également, il y a des risques que cette compagnie vende certains segments. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle détient Off-White. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ou bien c'était pour avoir acheté, recruter le regretté Virgil Abloh. Peut-être que c'était une condition, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cette entreprise-là? Je pense que LVMH va avoir tendance à vendre beaucoup d'entités dans les mois à venir, dans les années à venir. Il y a trop de... Je dis, quand vous regardez les business, il y a très peu de marques qui tirent le business vers le haut. Et à mon avis, je pense qu'ils vont avoir tendance à de plus en plus se spécialiser et s'orienter vers du Hermès. Bref, ça, ce n'est que mon avis, et même si à l'intérieur, il y a une similitude avec ce que Hermès peut proposer, etc. Mais ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Pour moi, au prix actuel, ce ne serait pas fou de mettre 1% de son portefeuille sur LVMH. OK? Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Le dividende, est-ce que j'ai besoin de parler du dividende? Ça ne sert à rien, les amis. Tirez vous-même vos conclusions. Aujourd'hui, si l'entreprise vous dit que la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez combien? Par rapport à ce qu'elle paie en date d'aujourd'hui, ça donne combien? Et donc, vous avez, la conclusion est simple. Le dividende est largement couvert. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. Le plus important maintenant, c'est de savoir, est-ce que je comprends le business? Est-ce que je comprends la dynamique sectorielle en date d'aujourd'hui? Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les secteurs. OK? So, c'est le moment d'aller au-delà de YouTube, d'aller au-delà des commentaires. Merci Thierry, c'est très bien. Mais c'est du concret qui compte maintenant. OK? Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour LVMH, très belle entreprise. Au prix actuel, ça reste intéressant. Merci, au revoir.